L'échangeur Turcot. C'est un géant de 7 km tout près du centre-ville de Montréal. C'est 3 autoroutes qui convergent vers un immense carrefour que les gens appellent le spaghetti. C'est 300 000 voitures et camions chaque jour, le plus grand débit de circulation au Québec. Ce géant traverse 5 arrondissements et 20 000 personnes vivent dans son sillage. C'est vraiment un ouvrage géant. Je vous dirais, en termes d'ouvrage routier, c'est probablement un des projets les plus complexes en Amérique du Nord. Construit en 2 ans et inauguré en 1967, l'échangeur Turcot était une source de fierté et de modernisme. Ses piliers s'élèvent jusqu'à 30 mètres de haut. C'est pour une raison simple. Il faut rejoindre l'autoroute des Caries qui est sur une terrasse surélevée. Il faut aussi enjamber 3 voies ferrées et traverser le canal de la Chine. Des bateaux naviguaient encore sur le canal jusqu'à sa fermeture en 1970. Mais après 50 ans, ces structures en hauteur sont fissurées. Le sel de route attaque le béton. Des sections entières tombent en ruine. Pour le maintenir en vie, le ministère des Transports dépense des millions de dollars. Après de nombreux débats, le choix est fait. On détruit et reconstruit l'échangeur. Sébastien Marcoux, directeur adjoint du projet, promet que le nouveau Turcot sera méconnaissable. Ça va être très différent juste par le niveau de l'échangeur lui-même, par tout ce qui est mis en place au niveau des aménagements paysagers, des pistes cyclables. C'est 9000 arbres qui vont être plantés, plus les arbustes sur le projet. Ça va complètement changer la façon que les gens vont voir l'échangeur Turcot. Mais avant de construire les nouvelles structures, il faut régler un problème majeur. Ce site est un des plus pollués de l'île. Je dirais que c'est un des plus complexes qu'on ait eu à gérer. D'être aussi différents types de contamination aussi précis. Et c'est quand même une complexité qu'on a rarement vue sur un projet de cette ampleur en termes d'excavation. David Maréchal, le responsable de l'environnement du chantier, a tout un casse-tête. Il doit identifier toutes les sources de contamination qui ont été enfouies sur le site depuis des décennies. Les ingénieurs savent qu'il y a des contaminants dans toute la cour, mais où sont-ils? Pour le savoir, ils font une cartographie complète du site. Ils découvrent une mosaïque de pollution étonnante. Chaque polygone représente une source de pollution. Il y a des métaux lourds, du plomb, du zinc. Il y a aussi des HAP et des hydrocarbures. Ça va vraiment complètement de l'échangeur en grignon, mais jusqu'au centre, ici aussi, on a de la contamination. Donc la contamination, oui, va plus loin. Elle ne s'arrête pas au niveau de l'échangeur. Au centre, on a beaucoup de contamination aussi. Rarement a-t-on vu un site avec des sources de contamination aussi variées. Il peut y avoir jusqu'à 15 couches de contaminants empilées une par-dessus l'autre. Excaver la terre ici, c'est comme faire une fouille archéologique. Chaque couche de terre représente une époque industrielle différente. Dans cette première couche noire, par exemple, on découvre du charbon. Ce sont des vestiges des chemins de fer. Il y avait un endroit qui s'appelait la Rotonde ou le Roundhouse. On avait un vocabulaire anglophone, bien sûr, dans le passé. La Rotonde, c'était l'endroit où on réparait le plus grand nombre de locomotives au même endroit au Canada. C'était ici. Il y avait plus de 80 locomotives par jour qui se faisaient réparer ici. Et à une époque, c'était les locomotives au charbon. On a imaginé les panaches de fumée qui s'envolaient de là. C'était incroyable. Il y avait tellement de fumée que Saint-Henri a porté à une certaine époque le surnom de Smoking Valley. Toute la poussière de charbon s'envolait en fumée, retombait sur le site et ça n'est pas disparu. C'est resté là, c'est encore là.
Alors, quand on creuse dans l'endroit, c'est sûr qu'on fait ressurgir de terre tous ces polluants-là. En creusant, on trouve des sources de pollution encore plus anciennes. Ce sont les vestiges du village des tanneries. Ces ruines datent du 18e et du 19e siècle. Pendant près de 200 ans, les artisans venaient ici tanner les peaux. Il y a des procédés chimiques, déjà même à l'époque, ce sont des procédés qui utilisent du than. Le than, c'est l'écorce d'arbre et de la chaux et bon, toutes sortes de produits qui sont quand même des produits assez toxiques et qui sentent pas bon. Il y a eu les tanneries qui servaient à ça ici. Les premières tanneries de l'île de Montréal ont été installées ici. Les travaux d'excavation permettent de trouver 2 sites, en 2015 et en 2016. Il y avait jusqu'à 6 tanneries dans ce village. Les ruines sont en bon état, mais il y a un problème. Les vestiges et l'autoroute sont sur le même site. L'autoroute passe où? L'autoroute passe exactement au-dessus de ce bloc de maison-là ici, comme ça, et remonte vers la falaise un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce qui reste des tanneries? Plus rien du tout. Plus rien. Ce qu'ils ont trouvé, les fondations en pierre, ils ont pu les documenter, mais après ça, les bulldozers, la machinerie a passé, a tout arraché. Il ne reste plus rien du tout. Tout ce qui a survécu du village des tanneries, ce sont 28 000 artefacts présentement entreposés à Québec. Nous, on souhaite beaucoup que tout ça revienne dans Saint-Henri, en faire un musée permanent pour témoigner de la première installation artisanale, industrielle en Canada. Les pelles mécaniques continuent de creuser. Ils sont à la recherche d'un ancien lac, profondément enfoui sous la cour Turcot. Comme on peut le voir sur cette carte de 1700, le lac Saint-Pierre traversait une grande partie de l'île. Le lac était peu profond. Il avait 7 km de long par 1 km de large. L'ancien lac Saint-Pierre est situé juste en dessous du nouvel échangeur. Le lac a été asséché au 19e siècle lors de la construction du canal de la Chine et des canalisations de ses affluents. Le problème, c'est que les sédiments au fond du lac n'ont jamais été compressés. Ces matériaux-là, ce qu'on appelle compressibles, ne sont pas corrects pour pouvoir passer une autoroute ou une voie de chemin de fer parce que ces matériaux peuvent se compresser au fur et à mesure du temps. Donc on a une autoroute qui pourrait bouger puis se creuser, etc. Donc pour ça, il a fallu, pour l'autoroute, on a complètement excavé ces sols. Donc ces sols se trouvaient à 4-5 mètres de profondeur puis sur une épaisseur de 2, 3, 4 mètres. Réhabiliter le site est un travail colossal. Il faut déplacer 5 millions de tonnes de terre. Pour faire le tri, ils utilisent un système de couleurs. Chaque contaminant a sa propre couleur. Ça a permis aux gens sur le chantier de savoir très facilement, si j'ai du rouge, qui est les sols contaminants d'hydrocarbures, je sais que je dois les sortir. Avec ce système de couleurs, les opérateurs de machinerie peuvent faire un tri directement sur place à l'aide d'une tablette électronique. Mais il sait qu'il arrive à une telle profondeur, il sait qu'il va voir quel type de contaminant directement dans la pelle. Quand c'est un contaminant qui doit sortir, là, il le met dans le camion qui sort directement. Puis les matériaux qu'on peut réutiliser, selon le niveau de contamination et selon où il est, on va faire des piles. On a enlevé les remblais qui étaient au-dessus, on les a mis de côté et on est allé enlever ces sols compressibles et là, on a commencé à remblayer. Avec ce système, le site est réhabilité, mais pas décontaminé. Le ministère de l'Environnement a approuvé un plan de réhabilitation permettant de conserver sur place 90% des contaminants.
définitivement, il va rester de la contamination et ça va rester un terrain contaminé. Puis c'est ça le but du plan de réhabilitation, c'est d'être capable de garder la contamination et pas la sortir. Parce que si on sort la contamination, la plupart des types de contamination qu'on a ici, de toute façon, n'est pas traitable. Donc si on prend cette contamination pour l'envoyer dans un site où on va encore l'enfouir, au final, c'est prendre un contaminant pour l'enfouir à un autre endroit. Avec ce plan de réhabilitation, seuls les hydrocarbures et les sols les plus contaminés sont retirés du site. Tout le reste est encapsulé et sert de remblai. On va clairement avoir nettoyé la partie la plus contaminée, je dirais la partie qui est celle qui va le plus de risque de s'étendre. Donc, il reste qu'on a gardé des contaminants en place sous l'autoroute, donc c'est sûr que ça ne sera pas un site clean ou un site très propre après, sauf que c'est un site par rapport à l'usage qu'on en fait qui va être capable de ne pas contaminer plus loin et de rester en place. Maintenant qu'on a réhabilité le sol, on peut commencer la construction du nouvel échangeur. Avant de construire le nouvel échangeur, il faut détruire l'ancien. Ces travaux de démolition produisent des nuages de poussière et provoquent d'immenses embouteillages. Pour réduire l'impact sur les automobilistes, les ouvriers travaillent beaucoup la nuit et les fins de semaine. C'est en grande partie la nuit qu'ils ont détruit le pont Saint-Jacques qui enjambe l'autoroute des Caries. C'est aussi la nuit qu'ils ont démantelé le tunnel ferroviaire du CN qui passe sur les terrains de l'échangeur. Ce sont tous des travaux qui se sont faits de nuit, dans des fenêtres d'opération qui étaient données par le CN. Alors, lorsque le CN nous disait « OK, vous pouvez y aller », il fallait être prêt pour être capable de déplacer et d'exécuter nos travaux. Ce tunnel est immense et le démolir a été tout un défi. On a commencé par le scier en 9 sections, puis on a fait venir cette grue portique géante. La grue soulève des blocs de 1100 tonnes et parvient à déplacer les blocs un par un en dehors de l'emprise ferroviaire. Chaque déplacement est chronométré et ne devait pas prendre plus de 45 minutes. Vous travaillez en 2 trains? Oui, on travaille en 2 trains, effectivement. C'était pas des plages qui ont été très grandes, alors on parle, dans certains cas, de moins d'1 heure pour être capable de démanteler certaines sections des tunnels. Construire ici est tout un défi. Même si du haut du ciel, le chantier paraît immense, il y a un problème majeur, le manque d'espace. L'échangeur Turcot est complètement enclavé. Il y a le nouveau centre universitaire de santé McGill. Il y a des commerces, des écoles. Il y a des résidences tout autour du chantier. Certaines habitations sont à moins de 10 mètres de l'autoroute. On manque de place, ça c'est certain qu'on manque de place. Puis si on avait de la place, on serait capable de construire plus à côté et prendre l'espace qui serait disponible à ce moment-là, mais présentement ici, on n'en a pas de place. Comme on manque de place, on construit le nouvel échangeur sous l'ancienne structure. C'est le cas ici du pont du canal de la Chine. Non seulement la nouvelle structure a 10 mètres de moins que l'ancienne, elle est toute en acier. Toutes les structures, les 45 structures qu'on construit vont être en acier, avec des poutres en acier et non pas avec des poutres en béton. C'est le choix du ministère. Et il y a beaucoup moins de structures, éventuellement, dans le futur échangeur ou sur le futur projet Turcot qu'il y en a présentement. Parce que la majorité de l'autoroute va être construite sur du remblai, lorsqu'il va diminuer grandement les coûts d'entretien. L'autre gros problème sur ce chantier, le trafic. Le ministère interdit d'arrêter complètement la circulation. C'est 300 000 voitures et camions qui passent tous les jours directement dans la zone des travaux. Dans mon cas, à moi, c'est du jamais vu.
C'était la contrainte majeure. Alors, la contrainte majeure, c'était la gestion de la mobilité. Alors, la première chose qu'on a fait lorsqu'on a étudié ce projet-là, on a dit, le trafic va passer par où? Pour le savoir, on se tourne vers Sylvie Gervais. C'est une spécialiste du transport. C'est elle qui fait les plans pour contourner les travaux de construction. L'objectif est de venir voir ce qu'on est capable de construire le plus facilement sans avoir à venir fermer les voies de circulation. Après ça, c'est venir trouver comment venir raccorder ces nouveaux lignes. Pour démêler cette immense toile d'araignée, ils ont créé des modèles numériques de l'autoroute. Des plans très détaillés en 3D de toutes les structures de 1967 en gris et celles prévues pour 2020 en mauve. On a superposé l'ancien avec le nouveau, puis on est venu voir chacun des aménagements existants qu'on peut venir maintenir et où on a de l'espace pour pouvoir venir construire facilement les nouveaux ouvrages. Ça veut dire que vous avez regardé partout, là? On a regardé tous les petits recoins entre chacune des piles, là où c'était possible de pouvoir faire passer de la circulation. Ces modèles numériques permettent d'établir un phasage, un calendrier des travaux de démolition et de construction. C'est qu'on ne construit pas l'autoroute de façon linéaire. On construit par petits bouts, section par section. C'est l'équivalent d'avoir un gros casse-tête en 3 dimensions, l'existant. Il faut décider quel morceau du casse-tête on vient enlever et par quel morceau on vient les remplacer. Il faut s'assurer que tous ces morceaux-là se tiennent en tout temps. Et sans que ça tombe, non? Sans que ça tombe, mais surtout, en tout temps, il faut que ça se tienne pour être capable d'avoir toujours un lien autoroutier pour la circulation. Sylvain, on vient juste de réouvrir la nouvelle bretelle du centre-ville, puis là, on s'apprête à démanteler la rouge. D'après toi, est-ce qu'on doit fermer la bretelle au complet pour être capable de venir démanteler ce travail-là ici? Oui, définitivement. Là, ici, les 2 bretelles là, sont vraiment très proches l'une de l'autre. Puis je pense également qu'il va falloir penser à fermer la bretelle qui s'en va vers des carrés. Pour maintenir la circulation, on construit des routes temporaires. Ces structures qu'on a drapées de noir sont immenses. Celle-ci fait 160 mètres de long par 12 mètres de haut. Dans 1 an et demi, on va démolir la structure que vous voyez. Le mur noir que vous voyez en arrière de moi va être démoli. C'est comme ça ici? C'est comme ça. On construit en phase. Quand on dit on démolit, on va réutiliser les matériaux à l'intérieur de cette structure-là temporaire. On va réutiliser les matériaux à un autre endroit dans l'échangeur. Tous les murs noirs qu'on voit à l'écran sont temporaires et seront démolis. Ce pont d'étagement tout neuf sera lui aussi démoli. En fait, il y a 52 de ces structures. Tout ce qui est en jaune et rouge à l'écran est temporaire et sera démantelé dans 1 an ou 2. Alors les gens vont dire, c'est du gaspillage de construire quelque chose de gros comme ça puis de le démolir. C'est l'unique solution qui a été trouvée pour pouvoir maintenir la circulation de façon efficace tout en étant possible de venir construire les travaux. Le défi, c'est de garder en place les vieilles structures le plus longtemps possible, car c'est sur elles que roulent les voitures et les camions. Le problème, c'est que ces vieilles structures viennent en conflit avec les nouvelles sections, comme ici sur le canal de la Chine. Les pièces qu'on assemble sont immenses. Ces poutres font plus de 40 mètres et pèsent près de 60 tonnes. Les ouvriers prennent 4 heures à installer une seule poutre. Mais rendu en plein milieu du canal, il faut tout arrêter, car il y a une entrave. Alors ici, on voit ce pilier-là ici, existant. Mais lorsqu'on va arriver du côté nord, alors on voit le canal de la Chine qui est là. Alors, le pilier principal est situé juste du côté sud du canal. Et on voit très bien ici les piliers de la structure existante qui sont en conflit avec ce qu'on va venir construire. Alors, même dans ce cas-ci, on n'est pas capable de construire la structure au complet en raison du pilier existant. Ça fait partie des acrobaties, puis il y en a plusieurs. Ça, c'en est une importante. Le nouvel échangeur sera très différent de l'ancien. Au cœur de l'échangeur, les rayons de courbure seront moins prononcés. Cela augmente le confort de roulement. Pour réduire les embouteillages, on ajoute des accotements pour les voitures et les camions en panne. Il y aura aussi une voie réservée pour le transport public.
On veut aussi éliminer des croisements. Ici, sur la 20, on parvient à démolir cette grosse structure en béton en modifiant l'axe de circulation de l'autoroute. Le mouvement de la direction est est du côté gauche, plus au nord, alors que le mouvement de la direction ouest, elle, est vraiment du côté droit. Donc, les voies sont un petit peu à l'anglaise, en fait, qui sont vraiment inversées par rapport au sens normal d'une circulation. Et l'objectif, c'est qu'on va venir remettre les bonnes voies de circulation dans le bon sens. Le tout va être vraiment redéplacé là, au pied de la falaise pour pouvoir récupérer là, toute une bande de terrain pour des futurs développements. Cet immense chantier comporte de nombreux défis. Le manque d'espace et l'obligation de maintenir la circulation font que les travaux avancent lentement. Si on regarde comparativement peut-être à ce qui a été construit il y a maintenant 50 ans, les contraintes étaient totalement différentes. Il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas de résidents. Alors, je crois que ça a été plus rapide à ce moment-là, mais c'est certain que ça vient allonger certaines périodes de construction. Actuellement, on construit une nouvelle structure par mois. À ce rythme, il faudra attendre jusqu'en septembre 2020 pour voir la fin des travaux.